François Darcy, 1,99 m, 150 kg, une armoire à glace. En 2012, cet homme a été accusé d'avoir monté un traquenard des plus machiavéliques pour se débarrasser de sa femme. Un petit week-end sans les enfants, dans un hôtel sympa, dans la vallée de Chevreuse, très romantique. De nuit et en pleine forêt, le colosse se serait lui-même tiré une balle dans le dos pour simuler une agression et expliquer la mort de Sylvie. Les gendarmes pensaient avoir réuni toutes les preuves contre lui. Il porte des traces de poudre? Du plomb, du barium, de l'antimoine sur ses mains, sur son manteau. Il a été exposé à un ou des tirs d'armes à feu. Dans 99,99% des cas, c'est le conjoint qui tue. Donc c'était lui. Alors la défense a repris toute l'enquête pour venir au secours d'un homme que tout accusait. Ce dossier, qui se présentait comme un dossier scientifique et technique, ne l'était absolument pas. Donc on cherche dans les environnements, le voisinage, enfin, on peut tout imaginer. Un travail à l'américaine pour démonter les pièces de l'accusation. Pas d'aveu, pas de mobile, pas d'ADN. Moi je me dis, extraordinaire. Tout tombe à plat. Tout est annulé. Alors qui a tué Sylvie Darcy? Son mari qui aurait pris le risque de se tirer une balle dans le dos? Ou des bandits que la justice n'a jamais retrouvés? J'étais avec un de mes camarades qui commandait alors la brigade de Chevreuse, un capitaine. Et vers 23 h, on a été appelé pour intervenir sur la commune de Saint-Lambert. C'est un homme qui a composé le 17 quelques minutes plus tôt et qui a expliqué qu'il venait de se faire agresser près de l'abbaye de Port-Royal. Il nous cite un homme blessé à l'épaule, une voiture en feu et une détonation. Et donc on est allé au niveau de l'abbaye, on n'a rien trouvé, on a rebroussé chemin et on a emprunté un petit peu tous les chemins forestiers carrossables qu'on a pu. Et c'est seulement au bout d'une vingtaine de minutes qu'on est tombé sur un chemin de terre qui s'enfonce dans les bois. C'est au bout de 200 mètres que vraiment on tombe sur ce parking. Et là, on est tombé sur ce véhicule en flammes. Des flammes assez gigantesques, 3-4 mètres de haut. On était relativement aveuglés, donc on distinguait assez mal les abords. Et donc, on a contourné ce véhicule en flammes. Et on a vu en lisière de forêt un homme de grand gabarit, j'ai le souvenir vraiment d'un colosse, qui portait des lunettes et puis un bonnet, un grand manteau en feutrine et qui était couché son flanc droit. Il était transi de froid et manifestement de douleur, particulièrement d'une douleur à l'épaule. À ce moment-là, je suis passé au-dessus de lui et j'ai regardé son épaule. Et là, j'ai vu des gouttes de sang donc à l'arrière de son épaule gauche et sa feutrine noire qui était un petit peu déchirée. J'ai essayé de lui demander son nom. Il m'a juste fait le geste de regarder dans sa poche intérieure et pour que je me saisisse de sa pièce d'identité. Monsieur Darcy, François Darcy, c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de sa femme. Il m'a verbalisé qu'elle était dans la voiture. Le brasier était suffisamment intense pour pas qu'on puisse se rapprocher à moins de 2-3 mètres. Le capitaine, en regardant dans la voiture, a distingué un corps au niveau du siège passager. On ne distinguait plus la tête. C'était un tronc humain, un tronc et les cuisses. On voyait une masse carbonisée. Et donc à partir de là, on a compris qu'on était sur place pour de très longues heures.
Les pompiers et les enquêteurs de la section de recherche de Versailles rejoignent les 2 gendarmes. François Darcy retrouve peu à peu ses esprits et leur livre par bribes ce qui lui est arrivé à peine 1 heure plus tôt. Il nous indique qu'en fait, ils se sont arrêtés à cet endroit parce qu'il avait un besoin pressant pour uriner et il a décidé d'arrêter son véhicule en pleine forêt. Il sort de son véhicule, à une vingtaine de mètres devant. Et là, il ressent une vive douleur à l'épaule gauche. Quand il se retourne, il constate un laser qui serait en train de le viser. Par peur, il se jette dans les fourrés, perdrait connaissance et constate quelques temps après que son véhicule est incendié. À l'aube, François Darcy est évacué vers l'hôpital, tandis que les pompiers viennent à bout de l'incendie. Le véhicule est entièrement calciné, il ne reste que les jantes et une carcasse de voiture. À l'avant droite, ce corps, qui est dans un état très dégradé, avec quelques objets au pied. Un sac à main, qui est encore présent, dans un état à peu près correct. On retrouve dans le sac à main des documents liés à Madame Darcy, qui laissent supposer qu'en effet Madame Darcy était présente dans le véhicule et pourrait être éventuellement la victime présente à l'avant-droit. Une femme carbonisée dans sa voiture, un homme blessé par balle. Quelle scène de film s'est-elle jouée cette nuit-là, sur ce parking, en pleine forêt? Ça peut être un carjacking, donc un vol de véhicule avec violence. Ça peut être une vengeance. Enfin, toutes les hypothèses sont sur la table. Nous mettons en place un ratissage. Des gendarmes qui recherchent dans le moindre buisson les traces, indices, objets, armements bien sûr, munitions. Et en plus, on est équipé de détecteurs de métaux. Et on est vraiment au touche-à-touche entre enquêteurs et on va avancer petit à petit pour ratisser l'ensemble du terrain. Un travail au peigne fin, dans l'une des plus grandes forêts de la région parisienne. Nous n'avons pas trouvé de mégots spécifiques donnant un ADN d'une personne. Nous n'avons pas trouvé l'arme à feu non plus dont M. Darcy nous a parlé. Aucun de ces éléments n'a été retrouvé sur les lieux qui pourrait nous orienter sur la dite agression. Dominique, que sait-on de ce François Darcy? Il a 45 ans, il vit à Montigny-le-Bretonneux, c'est en région parisienne, il est informaticien. Sa femme, Sylvie, est cadre supérieur chez Orange et ils ont 2 enfants qui ont 8 ans et 5 ans. Il est donc conduit à l'hôpital pour être opéré, sous surveillance, j'imagine. C'est un homme qui vient d'être victime d'un coup de feu, donc on va poster des gendarmes devant sa chambre d'hôpital et les chirurgiens vont extraire une balle qui est entrée au niveau de son épaule gauche. Regardez, ça c'est l'orifice d'entrée, un orifice d'1 centimètre. La balle a pénétré à 10 cm à l'intérieur des chairs, elle a brûlé les chairs, et elle s'est arrêtée ici, au niveau du muscle pectoral gauche, sans toucher d'organe vital. Sans surprise, l'ADN confirme que le corps dans la voiture est bien celui de son épouse, Sylvie Darcy. Que révèle l'autopsie? Alors, c'est une autopsie délicate, parce que le corps est très abîmé, il ne mesure plus que 97 cm de longueur, il est en position de décubitus dorsal. En fait, ça veut simplement dire que Sylvie Darcy était assise place passager et qu'elle était le dos appuyé contre son siège. Le légiste observe qu'elle était déjà morte lorsque l'incendie de la voiture s'est déclaré. Et il dit cela parce qu'elle n'a pas de traces de suie dans la trachée, elle ne respirait plus. Et alors, elle est morte de quoi? Le crâne est complètement détruit et le légiste va émettre 2 hypothèses. La première, elle a reçu une balle dans la tête, ce qui aurait fait exploser son crâne. Mais on ne retrouve pas de projectile. La deuxième, le crâne se serait déformé post-mortem sous l'effet de la chaleur. Est-ce que le légiste trouve d'autres éléments? Oui, en analysant les vêtements de Sylvie Darcy, les experts ont retrouvé de l'huile végétale sur son pantalon et sur un mi-bas qu'elle portait, en quantité assez importante parce qu'il explique que quand il serre le mi-bas, de l'huile suinte encore. Et ça, c'est intéressant parce que l'huile végétale, ça peut être
Un accélérateur de combustion. Et ça signe une intention homicide. C'était à mon bureau. C'était le lundi 27 février à 10h du matin. Il y a la secrétaire d'accueil qui m'appelle en me disant qu'il y avait 2 messieurs qui voulaient me voir. Alors, j'y vais. Et c'était 2 gendarmes qui m'ont annoncé tout de go que mon fils et ma belle-fille avaient été victimes d'une agression, que ma belle-fille était décédée, que mon fils était blessé par balle et à l'hôpital Georges Pompidou. Voilà. C'est inimaginable. C'est absolument inimaginable. Moi, j'ai appelé l'hôpital et puis on m'a dit « Vous ne pouvez pas le voir tant que la police ne l'a pas interrogé ». Et c'est ce que font les gendarmes le lendemain, alors que François Darcy se remet doucement de son opération de l'épaule. On se présente à lui pour l'entendre comme victime. On fait attention à ce que l'on dit, on fait attention à notre manière de se comporter, on est véritablement bienveillant avec M. Darcy. Les gendarmes veulent savoir ce que Sylvie et François Darcy faisaient dans ce bois, en plein hiver et en pleine nuit. Le blessé leur raconte ce week-end qui s'annonçait inoubliable. C'est un week-end en amoureux qui a pour but de fêter leurs 10 ans de mariage. Monsieur Darcy, il a voulu programmer ce week-end, un petit week-end surprise. Un petit week-end sans les enfants, dans un hôtel sympa. Dans la vallée de Chevreuse, voilà, qui est un endroit bucolique, très, très romantique. Le week-end a commencé le vendredi soir par un bon restaurant à Versailles. À l'issue, ils sont rendus à l'hôtel, à Millon-la-Chapelle. Le lendemain matin, il se lève sur le coup de 9h30, il déjeune. Après, il nous dit qu'ils partent se promener dans Millon-la-Chapelle à pied avec sa femme. Et que l'après-midi, ils rentrent pour 14h à l'hôtel parce qu'ils ont commandé des massages. Ils reviennent vers 19h30, 20h en chambre. Ils boivent une bouteille de champagne, ils regardent la télé, et puis ils font l'amour. Le lendemain, Monsieur Darcy déjeune avec Madame Darcy et lui fait la surprise. Il s'absente brutalement du déjeuner et revient quelques instants plus tard avec un bouquet de fleurs. L'après-midi, ils passent leur temps libre dans la chambre d'hôtel. Et le soir, ils vont se rendre le dimanche soir à Saint-Quentin, au cinéma. Et ensuite se restaureront dans un japonais. Ils reprennent leur véhicule Audi A8 pour retourner de nouveau à l'hôtel. Il nous dit qu'il a une envie pressante d'uriner. Et il nous dit qu'il s'engage sur un petit chemin. Il explique que quand je me suis arrêté, j'ai ouvert la portière, j'ai vu qu'il y avait une flaque, donc j'ai redémarré la voiture, je suis allé me garer un petit peu plus loin, j'ai laissé les phares allumés, j'ai uriné dans le faisceau des phares. Et mon épouse était en train de dormir, voilà, j'ai pas voulu la réveiller. À ce moment-là, il sent un choc au niveau du bras. Là, il nous dit qu'il comprend qu'il vient de recevoir une balle. Il se jette dans la ravine qui se trouve en face de lui. Pour lui, il pense perdre conscience un quart d'heure, une demi-heure. Lorsqu'il se réveille, il voit des lumières un peu au-dessus de lui. Il a le réflexe d'appeler le 17 pour les secours. Il est 23h07. Il nous dit qu'il se souvient parfaitement de cette horaire. Après, il remonte vers la voiture, donc il voit qu'elle est en train de se consumer. Et il précise qu'il entend les pneus exploser. Il dira même que quand il s'est approché, il y a eu un coup de vent et il a cru voir la tête de Sylvie, son épouse, dans la voiture. À la suite de son récit,
Je vais lui poser la question de savoir s'il se connaît des ennemis ou si sa femme a des ennemis ou s'ils ont des ennuis particuliers. Il n'en voit aucun. Ils n'ont pas de problème d'argent particulier. Il n'y a rien qui justifie un tel acte. Les gendarmes quittent la chambre de François Darcy avec une drôle d'impression. Il fait un récit qui est très, très, très précis. Ce qui nous étonne d'ailleurs avec Guillaume et moi, parce que pour être habitué à prendre des auditions de victimes, voilà, où il est passé très près d'être tué, d'être assassiné, on n'est pas sur une narration des faits qui est habituelle. Ce que je trouve marquant surtout, c'est que pas une seule fois, il va me parler de sa femme. Sa femme a disparu. Et il nous demande strictement rien. Il ne nous demande pas qu'est-ce qui va être fait pour le corps, est-ce qu'on a des pistes d'enquête. Il se contente de nous dérouler ce qu'on lui demande. On lui demande de nous dérouler son week-end, il nous déroule son week-end. François Darcy entendu, sa famille peut maintenant lui rendre visite. Il pleurait tout le temps. Tout le temps. Il était complètement désemparé. Et donc, il y avait des gendarmes dehors dans le couloir, et sur ce, il y a le chirurgien qui arrive. Et le chirurgien me regarde et dit « Madame, vous avez intérêt à trouver un bon avocat. » Et moi, ça ne m'avait pas, mais alors pas du tout effleuré l'esprit. Mais alors pas du tout, à aucun moment j'y avais pensé. Dominique, les gendarmes n'ont pas de témoins, pas d'indices. On ne sait pas comment est morte Sylvie Darcy, mais ils ont un élément. La balle qui a touché François Darcy. La balle retrouvée dans son épaule, la voilà. Elle va être envoyée à un expert qui va devoir en déterminer les caractéristiques, c'est-à-dire faire sa fiche d'identité. Et voilà ce que va dire l'expert. C'est un projectile demi-chemisé à pointe molle, semi-blindé à tête plate et surtout, c'est une balle de calibre 222 Remington. Et quelle arme tire le 222 Remington? Une carabine. L'expert va en lister 3 qui sont les plus couramment vendues en France. Une carabine suisse, du fabricant Manurin, une carabine américaine sur la base du fusil d'assaut AR-15 et une carabine tchèque qui s'appelle la CZ Brno. Et l'expert note sur cette balle que du côté droit, elle est marquée par 6 rayures fines. C'est important parce que si un jour on retrouve l'arme qui a tiré cette balle, on pourra faire des comparaisons et s'assurer que cette balle-là a bien été tirée par cette carabine. François Darcy parle d'un tir à 20 mètres. Est-ce que l'expert confirme la distance? Absolument pas. Pourquoi? Parce que s'il s'agissait d'un tir à 20 mètres, la balle aurait pris de la vitesse et elle se serait déformée à l'impact. Elle aurait cet aspect-là, elle aurait champignonné. Et une balle qui champignonne, au lieu de pénétrer comme ça, elle cogne et elle emporte la chair avec elle. Donc au lieu d'avoir un trou d'1 centimètre dans le dos avec une balle qui a pénétré à 10 cm dans les chairs, François Darcy il aurait un trou comme ça dans l'épaule. Donc la possibilité, selon l'expert, c'est que si la balle a fait aussi peu de dégâts, c'est peut-être parce qu'elle était intentionnellement sous-chargée en poudre. Si on met moins de poudre, elle va moins vite, elle tape moins fort, elle fait moins de dégâts. Ça veut dire qu'on a affaire soit à des pieds nickelés, soit à un tireur très très prudent. Voilà pourquoi les gendarmes vont devoir enquêter sur ce François Darcy. Cette enquête nous pose question parce que monsieur et madame Darcy sont monsieur et madame tout le monde. Ils vivent à Montigny-le-Bretonneux, qui n'est pas une ville forcément très très riche. Voilà, c'est la famille moyenne qu'on trouve en Ile-de-France. Monsieur Darcy travaille normalement, madame Darcy pareil. Il n'y a pas d'amant reconnu côté madame Darcy. Rien ne laissait supposer à une fin aussi tragique pour ce week-end d'anniversaire de mariage. L'idylle entre Sylvie et François Darcy remonte au début de l'année 2000. Le couple s'est rencontré par Internet. Monsieur Darcy travaillait à l'époque en Polynésie en tant qu'informaticien et Madame Darcy était cadre dans une société en France. Madame Darcy avait 38 ans. Elle n'avait jusqu'alors pas eu d'union qui avait perduré et elle souhaitait véritablement rencontrer un homme pour fonder une famille.
2 ans environ après leur rencontre, ils se sont mariés. Lui, il ne voulait pas une union libre, il voulait un mariage. Sylvie aussi. Et c'est une fille qui est très gaie, très extravertie, donc c'est une fille qui est très facile. De prime abord, elle est très agréable, elle est d'un bon commerce, comme on dirait. Dans l'année qui a suivi est né leur premier enfant, puis 4 ans après, leur deuxième enfant. C'est une maman qui se soucie beaucoup de leur bien-être et qui veut véritablement réussir leur éducation, être à leur côté et favoriser leur épanouissement. La relation apparaît un peu plus compliquée avec leur père, qui est beaucoup plus sévère, mais aussi qui s'occupe très peu des enfants et qui s'occupe aussi très peu du foyer de manière générale. Au fil des années, le ménage s'enfonce dans une certaine morosité. Sylvie Darcy se renferme. Monsieur Darcy, qui présente un problème d'alcool, va devenir assez agressif. Quand ils rencontrent leur famille ou à l'occasion de dîners ou de fêtes familiales, chacun peut constater que Sylvie est relativement effacée, qu'elle ne s'oppose pas frontalement aux débordements de son mari, qu'elle va essayer de tempérer avec douceur ces débordements pour essayer de les contrôler, les calmer. Autoritaire, François Darcy aime aussi se faire remarquer par des signes extérieurs de richesse. Il souhaitait toujours avoir le matériel le plus performant, le dernier cri. C'est la raison pour laquelle il avait acquis une grosse voiture, qu'il avait un matériel informatique de pointe, le plus gros appareil photo possible. François Darcy dépense sans compter, surtout depuis qu'il s'est découvert une nouvelle passion. Monsieur Darcy est tireur sportif depuis quelques mois seulement, puisque depuis le mois d'avril 2011, il se passionne pour le tir. Il a acheté plusieurs armes, dont certaines armes qui valent assez cher. Et il est d'autant plus passionné qu'il fabrique lui-même ses cartouches. Même les personnes dans les stands de tir qui le côtoient se rendent compte qu'on a affaire à quelqu'un qui est amateur, mais qui achète des armes qui, normalement, sont achetées par des gens qui font du tir depuis longtemps. François, quand il fait quelque chose, il le fait à 100%. On ne peut pas dire à 150%. Mais c'était pour le plaisir de mettre dans le mille. Hein? C'est ça. Les gendarmes ne tirent rien de transcendant de ce premier tour d'enquête. Mais 2 jours après son audition, François Darcy les rappelle. Depuis sa chambre d'hôpital, il a oublié un petit détail. Le 23 février, 3 jours avant d'être attaqué dans les bois, on lui a volé des armes sur le parking de son stand de tir pendant qu'il allait chercher des cibles. Il précise, il dit, voilà, j'ai déposé plainte au commissariat de Versailles, et il dit, j'avais 2 carabines dans mon coffre. Une carabine CZ et une deuxième arme avec de nombreuses munitions. Les munitions et armes sont particulières puisque les munitions sont du 222 et correspondent donc à l'ogive que nous retrouvons dans l'épaule de Monsieur Darcy. Alors sans faire de lien, sans pouvoir dire que l'arme volée est l'arme qui lui a tiré dessus, voilà, il y a un premier lien en tout cas qui peut être fait au niveau du calibre. Même calibre, même type de carabine que celle évoquée par l'expertise balistique. Étrange. Les gendarmes saisissent la 2e voiture de François Darcy, celle qu'il utilise pour aller au stand de tir et dont le coffre a été forcé, pour la faire examiner par un expert automobile. L'expert est clair, la trace présente sur le coffre du véhicule ne permet pas l'ouverture du coffre. Ça ne peut pas correspondre à la trace d'effraction comme M. Darcy le dit. Ce
qui nous pose problème, c'est pourquoi M. Darcy serait venu avec ses armes à feu et ses munitions sur ce stand en sachant qu'il n'allait rechercher que des cibles. Il revient et en à peine 5 minutes, on lui aurait tout volé dans un lieu où il faut savoir qu'il n'y a eu qu'un vol sur les 10 dernières années. Alors que François Darcy est toujours hospitalisé, les gendarmes reprennent toutes ses déclarations, récupèrent ses relevés téléphoniques et sortent le chrono. On a vérifié l'itinéraire entre le restaurant japonais jusqu'à l'hôtel. Ça nous a posé question. Ces deux lieux sont séparés d'un tout petit quart d'heure de route. Entre les deux, M. Darcy, lui, a choisi de s'arrêter à proximité de l'abbaye de Port-Royal. Mais il faut savoir que ce parking était à moins de 5 minutes de l'hôtel. Il dit avoir eu une forte envie d'uriner. Cela dit, pourquoi il n'a pas attendu ces 5 minutes, en sachant que le chemin forestier qu'il empruntait était quand même assez long. Donc autant attendre l'hôtel pour aller faire ses besoins. C'est un lieu qui est particulièrement isolé, hein. C'est une sorte de parking, de clairière, on pourrait dire, loin de la route, loin des regards. Je dirais même qu'il faut presque connaître pour y accéder. Bizarre cet excès de prudence, ou de pudeur, quand il était si simple de s'arrêter au bord de la route. Les gendarmes confrontent alors l'emploi du temps de François Darcy aux images de vidéosurveillance de l'hôtel. Et l'homme leur a menti. Le samedi matin, selon M. Darcy, il n'a pas quitté l'hôtel. Ils ont déjeuné sur place, ils sont restés à l'hôtel jusqu'au temps du déjeuner, le temps du midi. Mais lorsque nous visionnons les caméras de surveillance de l'hôtel, on peut remarquer que M. Darcy quitte l'hôtel à environ 10h30 à bord de son véhicule, son Audi A8. Et il ne revient qu'à 12h05 à l'hôtel en étant porteur d'un gros sac. Un sac que François Darcy n'avait pas quand il a quitté l'hôtel. Alors, d'où revenait-il ce samedi matin? Enfin, les gendarmes découvrent que le soir des faits, François Darcy est arrivé sur le parking bien avant de faire le 17. 1 heure. Le lieu donc, de l'abbaye de Port-Royal ressort comme activé sur le téléphone de M. Darcy à compter de environ 22h jusqu'à l'horaire où là, il déclenche de nouveau, suite à son appel, il déclenche de nouveau le relais à 23h06, démontrant qu'il est encore sur place. Un peu long pour un petit pipi. Dominique, une autre expertise balistique tombe, c'est l'analyse des tamponnoirs que les gendarmes ont passés sur les mains et sur le manteau de François Darcy la nuit du crime. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle est accablante. Le voilà, le tamponnoir. On le promène sur les mains de François Darcy, on le referme, on l'envoie au laboratoire et quand le tamponnoir revient, il y a des traces sur les mains de François Darcy de plomb, il y en avait aussi sur ses vêtements, et également des traces d'antimoine et de barium, des composants qui entrent dans la fabrication des amorces des balles, des cartouches. Donc, l'expert en conclut que François Darcy a été en contact avec des résidus de tir d'armes à feu. Et plus précis encore, l'expert dit qu'il a été en contact avec ces résidus de tir moins de 4 heures avant que ne soient effectués les prélèvements, alors qu'il est à l'hôpital. Alors en clair, l'enquête avance, le tireur serait François Darcy lui-même. Les gendarmes pensent que François Darcy a lui-même fabriqué la balle, qu'il l'a sous-chargée en poudre pour qu'elle provoque des dégâts moins graves qu'une balle normalement chargée. Puis il y a autre chose. Les gendarmes vont faire analyser les gants en latex et les compresses qu'ils ont utilisés à l'hôpital au moment des prélèvements sur les mains de François Darcy. Et sur ces gants et sur ces compresses, il y a des traces d'huile végétale. La même huile que celle retrouvée sur les mi-bas et sur le pantalon de Sylvie Darcy? L'expert dit qu'il y a dans cette huile les mêmes composants, mais il ne peut ni affirmer ni exclure
que c'est la même huile. Bon, la conviction des enquêteurs est faite. François Darcy a tué sa femme avant de maquiller son crime en agression et de se faire passer pour une victime. Les gendarmes vont donc retourner le voir, mais pour une garde à vue en chambre d'hôpital. On va se présenter à 10 h devant M. Darcy. On va lui expliquer qu'on le place en garde à vue pour assassinat. Et bizarrement, aucune réaction, aucune surprise, totalement lisse. Voilà, froid. M. Darcy reste imperturbable. L'avocat arrive, il va s'entretenir pendant une demi-heure avec M. Darcy de manière confidentielle et après, nous attaquons l'audition. Comme la loi l'y autorise, l'avocat de François Darcy assiste à la garde à vue, au pied du lit. Je n'interviens pas, je n'ai pas à intervenir. Je peux intervenir lorsque les enquêteurs me donnent la parole, soit pour poser des questions, pour formuler des observations. Donc dans un premier temps, je découvre, au même titre que François Darcy, les questions qui lui sont posées, ainsi que les éléments qui sont d'ores et déjà en possession des gendarmes. Mais les gendarmes avancent masqués. Ils veulent mettre François Darcy en confiance et n'abordent pas tout de suite les faits. On lui demande comment fonctionne son couple, quelles sont les relations au sein de sa belle famille, donc tout un ensemble d'éléments qui nous apprennent à mieux connaître M. Darcy. On lui fait parler de ses hobbies, donc il revient sur la passion de ses armes, et à aucun moment on le sent décrocher de voilà. Le contact ne se rompt pas. Par moments, il vient même pas au devant des questions, mais on sent presque un désir de parler. Ils l'amènent à se livrer. Ils ont toute une liste de questions sous les yeux. Ils échangent entre eux en se disant cette question ne la pose pas, celle-ci on la posera plus tard. Ils rayent certaines questions, et ils s'écrivent sur des papiers et ils se les montrent. Bien entendu, on n'a accès à rien. Profitant de la confiance de François Darcy, les gendarmes avancent leur pion et l'emmènent petit à petit sur la nuit du drame. Mine de rien, pour le coincer. Est-ce que, par exemple, il avait un problème de prostate, voilà, qui aurait pu expliquer qu'il soit obligé de s'arrêter immédiatement pour uriner. Donc la question est posée dans un flot de questions qui paraît anodine pour le mis en cause, mais qui pour nous est importante. Donc effectivement, M. Darcy nous dit « non, je ne souffre pas de prostate ». Donc c'est déjà un élément qui abonde dans notre sens. François Darcy n'a pas vu le piège. Il se méfie d'autant moins que les gendarmes continuent leur entreprise de séduction. Je lui demande régulièrement si ça va, s'il veut s'arrêter, s'il veut boire, voilà, s'il a besoin de soins, de quelque chose. Il voit que je prends en considération son état physique et qu'en même temps, je suis pas son ennemi. Une discussion tranquille donc, entre deux passages d'infirmières. À chaque fois qu'on est entrecoupé pour des soins, on sort tous de la chambre. Donc je me retrouve dans le couloir avec les gendarmes. Bien entendu, on discute, on se teste, on se jauge. Ils essayent de savoir si moi j'ai reçu des aveux. Moi j'essaye de savoir dans quelle mesure ils ont des éléments qui sont extrêmement à charge vis-à-vis de mon client. Et donc on est sur une dimension un petit peu de jeu d'échecs entre eux et moi. Mais la partie va peu à peu tourner à l'avantage des gendarmes. C'est le moment pour eux de s'attaquer au point le plus accablant du dossier. On sait que le samedi, ils vont tous les deux être massés. Qui dit massage, dit huile de massage. Ça aurait pu justifier qu'il ait de l'huile sur les mains. Néanmoins, on va lui demander de nous dérouler sa journée du samedi précisément durant la garde à vue. Et là, il va nous expliquer qu'effectivement, il s'est fait masser, et qu'après, il a pris une douche. Le lendemain, il s'est également lavé. Donc il n'avait plus aucune raison d'avoir de l'huile sur ses mains. François Darcy est en train de se couler tout seul. Il est 19h. Cela fait 9 heures qu'il est en garde à vue dans sa chambre d'hôpital. Monsieur Darcy est un petit peu quand même chamboulé par son récit, donc on clôt l'audition. Je demande à l'avocat s'il souhaite poser des questions. L'avocat ne souhaite toujours pas poser des questions et nous informe qu'il va quitter l'hôpital. Une heure plus tard,
Les gendarmes réentendent François Darcy, sans l'avocat. Savez-vous à quelle heure vous êtes arrivé sur le parking? Non. Il comprend bien que là, le rapport commence à changer, c'est-à-dire qu'on est un peu moins dans l'empathie. Je mets un peu plus de distance entre lui et moi. C'est-à-dire que parfois, s'il répond à côté, on repose la question, mais avec un ton un peu plus ferme que jusqu'à présent, nous n'utilisions pas. Vous êtes-vous servi du GPS pour rentrer à l'hôtel? Oui, je vous l'avais dit. Vous étiez à 4 minutes de l'hôtel. Pourquoi emprunter un chemin délabré au lieu de rentrer à l'hôtel? Je ne sais pas. Cela pèsera toujours sur ma conscience. Aux incohérences qu'on soulevait, il n'apporte aucune réponse valable. Au contraire, il va s'enfoncer. À 20h30, la garde à vue est suspendue. La question des résidus de tir sur les mains attendra le lendemain matin. « 24 heures de garde à vue se sont passées, donc le même avocat est là, et on lui donne une copie de la 3e audition, là où il a été absent. L'avocat de François Darcy comprend vite qu'il a loupé le meilleur moment. Je vérifie les PV, ils lui disent « vous nous avez menti sur ce point-là, là c'est faux, là c'est impossible, vous êtes rentré chez vous à telle date, on a la preuve que, etc. » François Darcy me crie son innocence lorsque je suis avec lui, et donc ma seule solution pour moi, c'est de lui dire « on ne dit plus un mot, on ne répond plus ». Quand ils reviennent, je vois M. Darcy physiquement changer. M. Darcy baisse la tête et spontanément, il nous déclare « je ne répondrai plus à aucune de vos questions ». On va lui dire bonjour, il ne répond pas. On lui pose une question, il ne répond pas, même en audition. Ben, je lui dis, mais vous comprenez que vous êtes suspecté de l'assassinat de votre femme, dans des conditions particulièrement sordides quand même. Aucune réaction. C'est toujours, je ne réponds pas à vos questions. Le lendemain, le 6 mars 2012, François Darcy est mis en examen pour l'assassinat de sa femme. Et c'est entre 2 gendarmes qu'il quitte l'hôpital pour la maison d'arrêt de Fresnes. Un choc pour la famille. Une erreur judiciaire pour la défense qui attaque immédiatement cette décision et elle ne manque pas d'arguments. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est simplement parce que les gendarmes avaient dit tout de go. De toute façon, dans 99,99% des cas, c'est le conjoint qui tue. Donc c'était lui. C'était tellement plus facile. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de savoir qu'il va bien, qu'il arrive à supporter, qu'il s'en sort. Lui, il s'inquiète pour les enfants surtout. Savoir comment ils vont, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'on leur a dit, voilà. Privés de leur mère et de leur père, les enfants du couple Darcy sont confiés à leurs 2 grands-parents qui doivent expliquer tout cela à des gosses de 5 et 8 ans. C'est très difficile de dire une chose comme ça aux enfants. Comment voulez-vous le dire? C'est très compliqué. Au milieu des 2 familles réunies, c'est leur tante, la sœur de François Darcy, qui s'en charge. On est tout autour de la table, assis, et puis donc ma fille essaye d'expliquer aux enfants. Il y a 2 garçons qui se lèvent tout de suite et qui se réfugient sur les genoux de sa grand-mère en pleurant. La petite fille, elle s'est simplement levée, elle a dit « je vais jouer ». 2 réactions extrêmement différentes et 2 caractères extrêmement différents. Le garçon est très extraverti, très sensible, et la fille, elle est plutôt beaucoup plus réservée, beaucoup plus introvertie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas de la même façon, mais elle l'exprime autrement. Pour François Darcy et sa défense, le combat commence. Et d'abord, la première faille du dossier. Comment peut-on être assez fou pour se tirer une balle dans le dos? S'il s'auto-inflige un tir, à sa place, si c'est le cas, je le ferai pas à gauche, mais je le ferai à droite. Je ne sais pas si vous voyez un tir auto-infligé avec un risque de dérapage dans la région du cœur.
Si François Darcy s'est tiré une balle dans le dos avant de tomber dans les pommes? Où est l'arme? On aurait dû la retrouver. Les investigations ont duré très longtemps avec des brigades cynophiles. Ils ont quadrillé avec 50, 60 gendarmes, etc. Ils ont mis les moyens que sur l'arme, qu'ils n'ont jamais trouvée. Ça nous laisse tout de suite à penser qu'il a été effectivement victime d'un tir d'arme à feu par un tiers, qui l'aurait agressé et qui aurait mis le feu à son véhicule avec son épouse à l'intérieur. Donc on cherche dans les environnements affectifs, professionnels, voisinage, enfin, on peut tout imaginer. C'est une contre-enquête que lance la défense, à l'américaine. Et ça paye. Elle découvre une piste que les gendarmes n'ont pas suivie. François Darcy était en guerre. Pour comprendre ce scénario digne d'un film, il faut remonter aux années 2000, quand François Darcy a créé une société informatique avec sa mère. Dans le milieu, le jeune consultant s'était fait un nom. Mon fils a conçu un logiciel pour la restauration rapide et il a amélioré au fil des ans à la demande des clients et ça fonctionnait très bien. Un peu trop bien peut-être. En 2009, l'un de ses clients lui a fait un coup tordu. Cette société avait mis un terme au contrat et avait finalement dupliqué le logiciel pour l'exploiter sur l'intégralité de ses franchises sans avoir à payer quoi que ce soit à François Darcy. Lorsque François Darcy s'est aperçu de cette situation, il a enclenché une procédure judiciaire contre cette société. Ensuite, on fait une assignation au tribunal le 14 octobre. Et le 14 novembre, nos locaux brûlent. Un incendie criminel, au moment où François Darcy réclame plusieurs millions d'euros de dédommagement. Et 2 ans plus tard, alors que l'affaire est toujours en cours, Sylvie Darcy est assassinée. À qui profite le crime? Qui profite le crime? On s'interroge de savoir si certaines personnes de cette société qui se seraient accaparées le logiciel créé par François Darcy n'auraient pas eu intérêt à soit l'éliminer, soit le faire accuser de l'assassinat de son épouse. La défense tient un mobile et elle découvre bientôt un indice. Un fait troublant a eu lieu la nuit du drame. À quelques kilomètres de la scène de crime, une deuxième voiture a brûlé. On est dans un coin où on ne brûle pas des voitures. On est en vallée de Chevreuse. Et là, on en a une BMW, pas loin, 1 heure ou 1 heure un quart après les faits, semble-t-il. Est-ce que ce ne sont pas les personnes qui sont rendues responsables de cette agression, qui seraient parties avec ce véhicule, qui l'auraient incendié pour prendre un autre véhicule et s'enfuir? On demande que des investigations soient réalisées à ce sujet-là et les services de gendarmerie répondent en disant « on a mené des investigations qui ne donnent rien ». Mais les avocats ne lâchent pas. Ils attaquent à boulet rouge l'élément le plus à charge, l'expertise sur les résidus de tir. Car il y a une brèche sur laquelle François Darcy les a orientés. Il me dit, maître, vous savez, le tir, les munitions, ça coûte cher, donc tous les gens qui pratiquent le tir sportif ramassent les douilles et les re-remplissent. Et il me dit, une fois que j'ai fini de tirer, je les mets dans la poche. S'il a les mains dans les poches, il peut avoir de la poudre d'il y a 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, etc., etc. Donc, ça nous rend perplexes. On sollicite du juge d'instruction une contre-expertise. Le juge d'instruction nous la refuse à plusieurs reprises. Donc on continue et on revient à la charge, en non-stop. On voit que rien ne se passe. Donc on est totalement coincé dans ce dossier. Monsieur Darcy, il est maintenu en détention et il n'y a plus du tout de présomption d'innocence. On est sur une présomption de culpabilité sur la base d'éléments techniques qui l'accablent. Qu'à cela ne tienne, la défense va se débrouiller toute seule. Elle fait appel à un expert en balistique privé. On envoie les pièces de procédure et on lui dit, faites-nous votre expertise. Et il nous dit quelque chose qui est énorme, énorme. L'expert confirme l'hypothèse de la défense. François Darcy s'est contaminé les mains en touchant sa veste.
Vraisemblablement, cette veste lui sert quand il va au tir. Donc, par définition, ses vêtements sont pleins de résidus de tir. C'est absolument pas normal d'en trouver. Ces résidus de tir sont très volatiles. Vous vous trouvez à côté d'un tireur. Vous n'avez absolument pas touché à l'arme. Il tire à côté de vous, vous en aurez peut-être plus sur vous et sur vos mains et sur vos vêtements que le tireur lui-même. Pourquoi? Déplacement d'air, en fonction de l'endroit où il a tiré, vous êtes en extérieur, un petit coup de vent, un déplacement du nuage de tir, mais il peut venir sur vous. Le premier expert avait même daté le tir. Il le situait 4 heures avant le prélèvement sur les mains de François Darcy. Je suis tombé de la chaise. Donc c'est clair que ça, vous ne trouverez au jour d'aujourd'hui toujours aucun expert, aucun écrit, aucune publication qui peut se permettre de mentionner ce genre de choses. On ne peut pas dater un tir à partir de la présence effective ou non de résidus. Moi je me dis, extraordinaire, tout tombe à plat, tout est annulé. La défense remonte la pente. Elle a maintenant de quoi mettre à mal l'accusation. Une accusation qui repose sur une hypothèse, que François Darcy ait pu lui-même se tirer une balle dans le dos. C'est ce que le juge doit prouver. Et il a des billes. Les gendarmes ont découvert où François Darcy était allé ce samedi matin, la veille de l'assassinat de sa femme. Le téléphone de M. Darcy accroche leur borne Wi-Fi d'appartement, ce qui signifie en gros que M. Darcy s'est rendu à son domicile le samedi matin et ça, il l'a complètement occulté. Milon-la-Chapelle, Montigny-le-Bretonneux, 9 km et demi, 14 minutes de route. On ne sait pas ce qu'il a fait là-bas, à son domicile. Il nous en parle jamais, être allé à son domicile, ce qui... Je vois pas l'intérêt de le cacher. C'est quand même particulièrement bizarre. Pour découvrir ce que François Darcy a bien pu aller faire chez lui, les gendarmes perquisitionnent l'appartement du couple. Tout est sans dessus-dessous. On a du mal même à marcher à même le sol, tellement il y a de choses au sol, de vêtements, d'objets divers et variés. On a l'impression que l'appartement a été entièrement saccagé, retourné. Le paysage typique d'un cambriolage. Mais les proches ont vite rassuré les gendarmes. Chez les Darcy, on a un sens très personnel du rangement. Et au milieu de ce bazar, des premiers indices. Dans une des pièces qui sert de bureau à M. Darcy, on découvre des objets relatifs à l'armement. Donc on a une balance, de quoi constituer soi-même ses munitions. De la poudre, des cartouches, une meuleuse et autre chose de curieux. Des éléments d'armes qui sont coupés, vraiment découpés, qui semblent être découpés à la meuleuse. Un bout de crosse, un bout de canon. Bizarrement, M. Darcy déclare ses armes volées le 23 février. Et là, on retrouve des morceaux d'armes découpés à son domicile qui pourraient éventuellement correspondre à ces armes. Et on pense qu'il aurait pu découper lui-même ses armes, modifier l'armement qu'il avait pour après commettre les faits gravissimes que l'on connaît. Le juge d'instruction demande donc de nouvelles expertises sur le bout de crosse, le morceau de canon et la disqueuse saisie chez François Darcy. J'ai immédiatement vu que le morceau de crosse et le morceau de canon présentaient des stigmates, des traces, des signes qui indiquaient qu'on avait affaire à une arme bien particulière, une carabine de marque CZ, calibre 222, calibre qui correspond tout à fait avec le projectile découvert dans l'épaule de François Darcy. Les gendarmes avaient vu juste. Ces morceaux d'armes proviennent du même type de carabine que celle dont François Darcy a déclaré le vol. Lorsqu'il examine la crosse, l'expert note qu'elle a été découpée volontairement avec une disqueuse. Le morceau de bois placé au scellé présentait les traces du disque. Et ce sont des traces dans le bois extrêmement caractéristiques parce que le disque brûle le bois. On voit très bien les traces de stries. J'en ai donc déduit que très vraisemblablement, cette disqueuse avait pu servir pour couper et le canon et le bois. L'expert se penche ensuite sur les munitions
retrouvées chez François Darcy et les compare à la balle extraite de son épaule. Toutes sont serties comme l'ont été la balle découverte dans l'épaule de François Darcy. La conclusion qui s'impose, c'est qu'il est possible, pour ne pas dire probable, que le projectile trouvé dans la blessure provienne d'une des cartouches trouvées chez François Darcy. Accablant. Mais il faut encore vérifier s'il est techniquement possible pour François Darcy de se tirer lui-même une balle dans le dos. Neuf mois après l'assassinat de Sylvie Darcy, le juge organise donc une reconstitution dans les mêmes conditions que celles de la nuit du drame. Il fait froid, il fait nuit, et on se retrouve au milieu des bois. Il est très agressif, sur la défensive. Vraiment, on a l'impression qu'il participe contre son gré à cette reconstitution, qu'il n'a pas envie de la faire. Il a beaucoup de mal, lui, à se repérer. Il a les plus grandes difficultés à pouvoir nous dire où étaient les véhicules, où est-ce qu'il s'est positionné réellement, où est-ce qu'il a plongé dans les taillis. On voit bien que par rapport aux photos qui sont dans le dossier d'instruction, ça n'a plus rien à voir. Nous-mêmes, on ne reconnaît pas forcément les lieux et on s'aperçoit que c'est impossible. Le juge demande évidemment aux légistes et aux balisticiens d'assister à cette reconstitution. D'abord, est-ce que tous les deux sont d'accord sur la distance de tir? Complètement d'accord. Tous les deux s'accordent pour dire que le tir a été effectué à une courte distance et non pas à 20 mètres, comme le dit François Darcy. Pour le légiste, il s'agit d'un tir à moins de 5 mètres. Pour le balisticien, c'est un tir à quelques dizaines de centimètres seulement. Maintenant, il faut vérifier que François Darcy ait pu lui-même se tirer une balle dans l'épaule. Est-ce que c'est possible? Alors, le juge a fait reproduire la fameuse carabine CZ 527 dans toutes ses versions. C'est-à-dire, il a la version d'origine, une version sans la crosse, une version sans l'extrémité du canon. Et il va demander à un gendarme, parce que François Darcy refuse de refaire les gestes, d'essayer de se tirer une balle dans le dos avec cette carabine. Alors, le gendarme va passer sous l'épaule, au-dessus de l'épaule, avec la carabine dans sa longueur totale, avec la carabine sans la crosse, avec la carabine sans l'extrémité du canon, et sans la crosse et sans le canon. Conclusion, Rachid, dans la version longue de la carabine, il est impossible de se tirer une balle dans le dos. En revanche, selon le légiste, si on prend la carabine dans sa version courte, c'est-à-dire sans la crosse, sans l'extrémité du canon, et en passant sous l'épaule gauche, il est possible, selon lui, de se tirer une balle dans le dos. Le balisticien, il est beaucoup plus réservé. Il dit, compte tenu de l'aspect de la blessure, de la trajectoire de la balle, je suggère une contre-expertise. Et le juge retient quoi, finalement? Le juge retient la version du légiste. Il est possible de se tirer une balle dans le dos avec la carabine dans sa version courte, c'est-à-dire sans la crosse et sans l'extrémité du canon, en passant sous l'épaule gauche. Possible, mais pourquoi? Pourquoi François Darcy aurait-il monté ce stratagème? Qu'est-ce qui aurait fait vriller à ce point cet homme? Fils cadet d'un père et d'une mère, tous les deux comptables, François Darcy a grandi dans les Yvelines. Son enfance a été contrariée par une maladie de l'œil. Il est comme moi. On a un œil, celui-là, qui sert à rien, c'est de la déco. On est amblyope, c'est-à-dire qu'on a un œil qui travaille pas beaucoup. Et en cours préparatoire, on lui a caché le bon œil. Ce qui fait que toute l'année scolaire, fait qu'il n'a pas appris à lire, il n'a pas appris à écrire, forcément. J'ai voulu lui faire redoubler et la maîtresse elle a dit non, il est intelligent, il va rattraper. Il n'a jamais rattrapé, ça se rattrape pas ça. C'était pas le garçon que voulait mon mari. Il n'était pas casse-cou, il était très gentil, pas du tout bagarreur. Il a été beaucoup embêté à l'école, parce qu'il était grand et maigre. Il était également l'objet de raquettes de la part des camarades. Et il avait expliqué qu'à plusieurs reprises, il avait pu rentrer chez lui avec des habits déchirés. Et qu'en rentrant au domicile, il avait été obligé donc de voler ses parents pour pouvoir donner ce qui lui était demandé. Ça s'est arrangé seulement quand il est
quand il a atteint à peu près l'âge de 16 ans, parce que là, il est devenu très grand et un peu plus costaud. Et si ça va mieux à l'école, à la maison, ça se complique. Mon mari ne comprenait pas son fils, ne comprenait pas ses intérêts. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, ça ne peut pas aller. Son père avait des sautes d'humeur assez fréquentes. Il pouvait se montrer incisif, méprisant même à son encontre. Quand mon fils a eu 18 ans, un jour je suis rentrée à la maison et François n'était plus là. Il s'était disputé avec son père et il s'en était venu aux mains. Son père lui a donné une gifle et en réaction, M. Darcy a pris son père à la gorge et l'a plaqué au sol. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, que les relations ont été totalement rompues. François Darcy trouve refuge chez des amis. Il enchaîne les petits boulots et se découvre une passion pour une technologie naissante. Avec sa première paye, il s'est acheté un Amstrad. Et la première chose qu'il a fait avec, c'est qu'il s'est créé un logiciel pour vérifier sa paye. En 1995, à 29 ans, François Darcy crée sa première société informatique. Sa fierté. On pourrait même l'interpréter comme une certaine revanche par rapport à ce qu'il a connu avant. Revanche personnelle, mais peut-être aussi d'une certaine façon revanche à l'égard de son père, puisqu'il parvient à travailler dans un domaine où son père n'a pas pu suivre, n'a pas pu se mettre à jour en termes de compétences. 7 ans plus tard, François Darcy épouse Sylvie. Quand le couple commence à s'étioler, l'informaticien prend de la distance. Il se réfugie dans son bureau où il travaille. Et il y passe un temps important, probablement des heures entières, sans sortir de cet espace. Malgré un travail important, la société était peu florissante. Il y avait des difficultés financières. François Darcy gagne 1 500 € par mois, quand Sylvie Darcy touche un salaire mensuel de 3 600 €. Il utilise beaucoup la carte de sa femme, M. Darcy, pour des achats qui coûtent très cher. Sa dernière lunette de visée, c'est 2 000 €. 2 000 € une lunette de visée, c'est même pas ce qu'il gagne en un mois. Elle en avait assez de toutes ces dépenses et justement de devoir serrer le budget sur d'autres postes, de devoir souscrire des emprunts pour faire face à ces dépenses. À l'automne 2011, quelques mois avant son assassinat, Sylvie se confie à ses amis. Elle indique à des proches qu'elle ne finira pas ses jours avec lui. Elle dit clairement, en gros, qu'elle va se séparer. Et elle le mentionne d'ailleurs sur un carnet qu'on retrouvera, où elle parle de ce que lui fait subir son mari. Il y a de la violence psychologique du style, elle marque qu'il s'amuse à mettre volontairement le son très fort de la télé pour la déranger. Et elle raconte des épisodes de colère de son époux qui parfois, quand il est contrarié, se met à tout casser dans l'appartement. Alors que les accès de colère de François Darcy se multiplient, l'endettement du couple s'aggrave. Ils ont une dette d'environ 80 000 € au moment des faits. Et dans le même temps, à côté, on a la présence d'assurance vie. On est dans l'ordre des 400 450 000 €. 450 000 € d'assurance vie contractée par Sylvie Darcy, dont 200 000 au seul bénéfice de son mari. Le mobile de ce crime n'est que pécunier. Monsieur Darcy a tué sa femme simplement parce qu'il voulait de l'argent. Il voulait vivre une vie de rêve. Ce n'est que pour ça. Effectivement, c'est pas un couple qui se battait, c'est pas un couple passionnel, c'est rien de tout ça. J'ai presque envie de dire, M. Darcy n'avait rien contre sa femme. Mais M. Darcy voulait de l'argent. Mais l'enquête n'a jamais pu déterminer formellement comment Sylvie Darcy était morte. On peut imaginer une balle tirée dans le crâne. C'est d'ailleurs une hypothèse qui n'a pas du tout été exclue et bien au contraire qui a été avancée par le médecin légiste. Il a très bien pu l'étrangler, il a pu l'étouffer avec un tissu ou même avec ses mains, compte tenu de sa corpulence et de sa taille. Reste une énigme que les gendarmes n'ont pas résolue.
La seule question qui nous pose problème, c'est l'arme. L'arme, on ne l'a jamais retrouvée, on ne sait pas où elle est. Elle a pu être cachée à un endroit précis, elle a pu être jetée. À mon avis, elle est certainement enterrée quelque part, sur le trajet. C'est impossible à remonter exactement où, mais je suis persuadé qu'elle est enterrée quelque part sur le trajet. Au bout de 4 années d'enquête, François Darcy est renvoyé devant la cour d'assises de Versailles. Mais pour l'accusé, sa famille et sa défense, un seul verdict possible. L'acquittement. Et j'ai beau réfléchir en long, en large et en travers, j'arrive toujours au même résultat. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il l'ait fait. C'est pas lui. Moi, j'ai jamais douté. Jamais. Et ce n'est pas parce que c'est mon fils. C'est soit une peine longue, soit il est acquitté. Ça peut pas être une peine intermédiaire. C'est pas possible. Là, vous êtes à pile ou face. Et vous savez qu'à pile ou face, la pièce ne peut pas tomber sur la tranche. Il boite, il a des problèmes de genoux, il a perdu 50 kilos en prison, il a l'air un peu perdu, fatigué, en fait il a l'air malade en fait, hein. Il est très blême, il a le teint cendré un petit peu, c'était assez impressionnant. Il était tétanisé. Tétanisé, complètement tétanisé. Et je ne peux pas dire que l'atmosphère était amicale. Il était totalement hostile. Dès le premier jour, les proches de Sylvie Darcy racontent l'homme arrogant, le mari humiliant. Ils se succèdent à la barre les uns après les autres pour l'accabler complètement en tant qu'homme. Et donc on a eu une image excessivement négative avant d'aborder les faits, où d'ores et déjà les jurés se disaient « mais dis donc, c'est un monstre ce monsieur ». François Darcy continue à soutenir qu'il s'agit d'une agression. Malgré ses mensonges sur son emploi du temps, malgré le sertissage atypique de ses munitions, malgré les résidus de tir sur ses mains, malgré la disqueuse et les bouts de fusil retrouvés chez lui. La présidente a demandé à François Darcy « Avez-vous, oui ou non, coupé votre carabine ?» François Darcy a répondu « Oui ». Ce « oui », prononcé du bout des lèvres, sonne comme un aveu. Dans la foulée, la présidente a demandé « Pourquoi ?» et là, il n'a plus répondu. Comme si François Darcy avait peur d'en dire trop. Il se défend très très mal, parce qu'on lui pose des questions très concrètes, et donc il devrait pouvoir essayer de fournir une réponse. Même s'il mentait, il aurait pu élaborer des réponses. Or là, il n'y a rien. C'est vraiment le vide total. On lui explique aussi que ses enfants auraient peut-être besoin de réponses. Il se contente de dire qu'il est innocent, c'est pas lui, et que peut-être lui aussi, il aimerait bien comprendre. Mais il est vrai que c'est quelqu'un qui est plutôt taiseux, qui est très renfermé, qui est assez timide et qui peut donner une impression d'austérité. Donc, il faut qu'il y ait une forme de révolte, de rébellion, quasi d'outrance, en disant « mais non, c'est pas moi ». Bon, il faut être un peu plus loquace et puis à un moment, il faut fendre l'armure. Vous comprenez ce que je veux dire? Or là, vous n'avez pas encore fendu l'armure, ce qui donne, d'après les gens qui une forme d'image qui n'est pas très sympathique. Voilà. Mais 8 jours de débat ne suffiront pas à faire vaciller François Darcy. L'avocate générale requiert 25 ans de réclusion criminelle. La défense plaide l'acquittement. Pas d'aveu, pas de mobile, pas d'ADN. Ça fait pas grand-chose. Le délibéré est pas très long, qui dure 3 heures. Objectivement, je le sens pas bien. Maître Bétou qui le dit, c'est pas bon signe quand c'est si rapide. Nous, on regarde des jurés qui vous regardent dans les yeux, en général, ils vous acquittent. Des jurés qui fuient votre regard, en général, ils vous condamnent lourdement. Et on voit qu'en effet, les jurés rentrent, ne regardent pas François Darcy, s'installent. Puis là, bon, coupable. Et 30 ans. C'est une double peine.
d'avoir perdu ma femme et d'être condamné pour son crime. Comment voulez-vous que je le vive? Parce que moi, je vois 30 ans, 2012, 30 ans, ça fait 2042. En 2042, j'aurai 120 ans. Le soir même, François Darcy fait appel de sa condamnation. Deux ans plus tard, l'accusé est rejugé par la cour d'assises de Nanterre. C'est sa dernière chance d'être acquitté. Alors la défense s'attaque, dès le début de l'audience, à ce que l'accusation considère comme une preuve. Le sertissage des balles. Le sertissage des balles. Une fermeture par serrage de la balle. La signature que François Darcy se serait laissée dans l'épaule, puisqu'il fabriquait lui-même ses munitions. Pierre Girard brandit une boîte de cartouches qu'il dit avoir achetée lui-même au nom de son cabinet, sans aucune preuve qu'il était un professionnel, voilà, comme ça, de manière libre. Et ça contredit un petit peu tout un pan du raisonnement des experts qui expliquaient que c'était pas possible de se procurer ce genre de balles si on les avait pas soi-même fabriquées ou si on n'était pas soi-même un professionnel. On n'a eu aucune difficulté à acquérir ce type de munitions. Je les ai achetées auprès d'une armurerie. On a ouvert certaines de ces munitions. On s'est aperçu que c'était des munitions qui étaient serties de la même manière et qu'en réalité, tout ce qui nous était présenté comme étant artisanal était en fait des munitions qu'on pouvait acquérir dans le commerce sans aucune difficulté, sans permis, sans rien du tout, donc accessibles à tous. Si elles étaient accessibles à moi, elles étaient accessibles à n'importe qui. Pour appuyer sa démonstration, l'avocat demande en plein procès une analyse des cartouches. La présidente est horrifiée, elle dit non mais ça va pas, vous pouvez pas faire ça, parce que normalement on fait pas ce genre de choses dans une procédure. On communique les pièces avant de faire un coup de théâtre à l'audience. J'ai vraiment l'impression qu'on perd notre temps et qu'on essaye d'instrumentaliser la cour en demandant des expertises qui auraient pu être demandées auparavant. Et c'est aussi, on le voit bien, une tentative désespérée de la dernière chance de tenter de démontrer l'innocence de M. Darcy. La présidente de la Cour n'y voit qu'un effet de manche et retoque cette requête de dernière minute. Elle m'a dit que c'était une expertise que j'aurais dû demander dans le cadre de l'instruction, à raison. Mais l'instruction ayant été tellement à charge, il fallait bien qu'on trouve un moyen de pouvoir amener une forme d'éclair de lucidité dans les yeux des jurés et qu'ils se rendent compte que ce dossier, qui se présentait comme un dossier scientifique et technique, ne l'était absolument pas. Ce coup de force a-t-il agacé plus que convaincu? 6 jours plus tard, le verdict tombe. Plus sévère encore, 30 ans, dont 20 ans de sûreté. Qu'ils aient collé la peine de sûreté, ça paraît pratiquement comme une peccadille à côté. Parce que j'attendais, j'espérais cet acquittement. L'avenir, il est, dans mon optimisme béate, il est formidable. Je vais réussir à tenir le coup jusqu'à ce que mon fils sorte de prison en bonne santé, qu'il puisse retrouver ses enfants un petit peu et que les enfants puissent réussir leur vie d'adulte. Voilà. François Darcy ne s'est pas pourvu en cassation, mais il se dit toujours innocent. Et sa mère continue à lui rendre visite en prison chaque semaine.